Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier épisode d'Histoires étranges se déroulant dans le ciel. Savez-vous qu'il y a quelques années, les États-Unis ont reconnu officiellement que des avions de l'US Navy avaient pris en chasse un ovni? Et si vous n'êtes pas au courant de cette histoire, eh bien pas grave, je vous la raconterai un peu plus tard dans cette vidéo. Car à la base, cette mini-série est basée sur les disparitions étranges d'aéronefs. Donc pour commencer, je vais vous raconter deux petites histoires de disparitions assez louches. Sauf que cette fois, eh bien, aucun ovni à l'horizon, juste des avions qui ont disparu. Mais elle reste tout de même très intéressante, surtout la deuxième, qui je vous assure, vaut son pesant d'or. Et bien sûr, si vous n'avez pas vu encore les deux premiers épisodes, eh bien allez les voir avant de regarder celui-là. La petite fiche est juste en haut. Allez, à tout de suite. Bon, pour la première histoire, je dois reconnaître que j'ai un petit peu triché, car en fait il ne s'agit pas d'un avion, mais d'un ballon. Une montgolfière pour être exact. Matías Pérez était un homme d'affaires cubain d'origine portugaise, qui était passionné de montgolfière. Il avait d'ailleurs côtoyé un pilote de montgolfière français. Et oui, je sais, ça fait bizarre à dire comme ça, mais un pilote de montgolfière, ça se dit bien. C'était un certain Eugène Godard, avec qui il deviendra très proche et à qui il achètera même une montgolfière. Donc installé à Cuba, Matías fait des demandes aux autorités pour un premier vol en juin 1856, qui sera accepté. Le temps est super, tout est nickel, et ce vol se passe à merveille. Quelque temps après, Matías demandera cette fois à décoller du centre de la Havane, la capitale de Cuba. Le vol est prévu pour le 28 juillet 1856, mais voilà, le jour J arrive et le vent souffle plutôt fort. De plus, une foule nombreuse est présente pour le voir s'envoler dans les cieux. Car oui, on est en 1856, et voir un type s'envoler à bord d'un ballon, c'est pas un truc qu'on voit tous les 4 matins. Donc le décollage est retardé de quelques heures, et finalement, à 19h, Matías Pérez prend son envol devant cette foule en ébullition, qui l'applaudit et l'acclame en criant son nom. Il ne quitte pas Matías des yeux, qui, porté par les vents, se fait de plus en plus petit au loin à l'horizon, jusqu'à ce qu'il disparaisse totalement de leur champ de vision. Et je dirais même plus, jusqu'à ce qu'il disparaisse définitivement. Car oui, malgré plusieurs recherches menées par un général espagnol, dans une zone où les vents auraient pu le porter, on ne retrouvera absolument rien de Matías Pérez, ni de son ballon, qui ont totalement disparu. Et personne ne les reverra jamais. D'ailleurs, j'ai appris qu'une citation est née de cette histoire à Cuba, où lorsque quelque chose disparaît, ou quelqu'un, eh bien on dit qu'il a volé comme Matías Pérez. Nous sommes le 14 octobre 1961, et 6B-52 se préparent à décoller de leur base située en Caroline du Nord, aux États-Unis. Alors, le B-52, c'est l'un des plus gros bombardiers jamais construits par les États-Unis. Mis en service en 1955, il peut embarquer jusqu'à 6 membres d'équipage, équipé de 8 moteurs, et peut transporter un peu plus de 31 000 kg de bombes. On peut donc dire que c'est un beau bébé, surtout qu'il est toujours en service dans l'armée américaine, et il compte bien s'en servir jusqu'en 2050. Bon, après bien sûr, il a été grandement amélioré, mais bon, il a quand même pas loin de 60 ans de service, au moment où je fais cette vidéo. Bref, revenons à notre histoire. Donc les CB-52 décollent de leur base aérienne vers midi pour une mission d'entraînement secrète qui devait comporter un ravitaillement en vol et une simulation de bombardement. Et tout ça au-dessus de l'océan Atlantique. Au début tout se passe bien, le ravitaillement pose quelques petits problèmes, mais rien de grave, la mission continue. Puis il est décidé par le chef d'escadrille de laisser un écart d'environ 15 km entre chaque avion, de façon à ce que chaque B-52 ait quand même un visuel sur celui se trouvant à sa gauche et à sa droite, sauf bien sûr pour ceux qui sont à chaque extrémité. Bref, la mission continue, tout est normal, et rien ne laisse présager ce qui va arriver. L'un des membres d'équipage qui fait une vérification visuelle remarque que l'un des deux B-52, qui devrait être à côté de lui, n'y est plus. Il tente alors de prendre contact avec lui par radio, mais aucune réponse. Les 5 B-52 restants vont alors retourner à leur base, et les membres d'équipage vont être questionnés, mais vont répondre qu'ils n'ont aucune idée de ce qui a pu se passer. Il n'y a eu aucune explosion, aucune trace de fumée dans le ciel, et le plus dingue là-dedans, c'est qu'il n'y a eu aucun appel de détresse de la part du B-52 qui a disparu. Alors que je le rappelle, il était bel et bien équipé de moyens de communication. L'un des membres d'équipage dira que juste avant qu'il ne se rende compte de sa disparition, il y a eu de légères turbulences, mais rien qui aurait pu endommager ce mastodonte qu'est le B-52. Aussitôt, les États-Unis vont envoyer une petite armada dans la zone, où l'appareil a disparu. Et dans le tas, on retrouve la garde côtière, des destroyers, des Hercule C-130, et même des croiseurs de combat, pour ne citer que ça. Ils vont passer au peigne fin une zone de recherche gigantesque.
car il ne faut pas oublier qu'on est en pleine guerre froide et les Américains n'ont pas trop envie que des morceaux de leur bombardier, qui n'est en service que depuis 6 ans, tombent entre de mauvaises mains. Mais malgré tous les efforts de recherche, on ne retrouvera rien de l'appareil, ni de l'équipage. Et cette affaire sera classée sans trop ébruiter la chose par les États-Unis. Le mystère reste donc entier. Bon, avant d'enchaîner sur la suite, j'ai un petit message à vous faire passer. S'il vous plaît, pensez à activer la cloche, si vous n'avez pas encore fait. Car chaque jour, vous êtes un peu plus à vous abonner, mais très peu à regarder mes nouvelles vidéos. Donc si vous aimez mon contenu, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'activer cette cloche, pour être prévenu de mes nouvelles vidéos. Voilà, c'est tout. Maintenant, on peut parler OVNI. Beaucoup de gens pensent que les gouvernements nous cachent des choses sur l'existence des extraterrestres. Peut-être, mais lorsque des gouvernements reconnaissent officiellement que certains de leurs appareils ont croisé ou poursuivi des ovnis, eh bien ça fait à peine les gros titres, on en parle un peu, et puis c'est tout. Comme par exemple en 2014, où l'équipage d'un hélicoptère chilien a observé et filmé quelque chose de très étrange, au large de Santiago. Alors que l'hélicoptère est en plein vol, le technicien à son bord remarque quelque chose au loin. Le pilote de l'hélico va alors contacter la station radar, qui lui répondra qu'elle ne capte absolument rien dans la zone. Le pilote va ensuite tenter de rentrer en contact avec l'appareil, mais aucune réponse. L'objet va ensuite émettre des jets de gaz ou de liquide à plusieurs reprises, avant que l'hélico ne soit finalement rappelé à sa base. Le film dure environ 9 minutes, et va être montré à plusieurs experts et scientifiques. Il y aura bien quelques explications, mais rien qui ne tiendra vraiment la route. Au final, l'enquête en déduira qu'il s'agit d'un phénomène aérien non identifié. Repartons maintenant du côté des USA, où en 2007, la vidéo très étrange d'un avion de chasse semblant poursuivre un ovni se retrouve sur le net. En 2015, c'est le commandant Trevor, ancien pilote de chasse. Alors désolé, mais petite rectification de ma part, je vais dire à chaque fois Trevor au lieu de Frevor. En fait, c'est un F, c'est pas un T. Voilà, c'est tout, on peut continuer. Qui reconnaît clairement qu'en 2004, il a poursuivi un ovni à bord de son F-18. En décembre 2017, cette fois ce sont les médias américains qui diffusent les vidéos en question. En décembre 2019, l'US Navy reconnaît officiellement que ces vidéos sont réelles et qu'il s'agit bien d'un ovni. Et enfin en 2020, les vidéos sont déclassifiées par le gouvernement américain. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de partager si vous avez aimé. Bon ok, je vous raconte. Mais avouez quand même que vous avez un peu flippé, que je vous laisse en plan comme ça, sans rien vous dire, comme si j'étais un gros connard. Bref. Donc nous sommes début novembre 2004, au large des côtes de San Diego, à environ 100 km. Plusieurs bâtiments de l'US Navy sont en entraînement, quand soudain le croiseur lance-missile Princeton, de dernière génération, détecte au radar plusieurs objets qui se déplacent de façon étrange. Ça va trop vite pour être des oiseaux, et pas assez vite pour être des avions. Le radar du croiseur est alors recalibré à plusieurs reprises, pour s'assurer que ce ne sont pas des échos fantômes. Mais non, ils sont toujours là en train de faire n'importe quoi, jusqu'à ce qu'ils disparaissent totalement de l'écran radar. Le 14 novembre 2004, donc quelques jours après l'événement, le croiseur Princeton capte de nouveau sur son radar cet étrange phénomène. Il décide alors de prendre contact avec deux F-18, qui viennent de décoller il y a peu du porte-avions Nimitz. L'un est piloté par le commandant Trevor, et tous deux sont escortés par un avion AWACS. On leur demande alors de se rendre à l'endroit où ces phénomènes étranges ont été repérés. Ce qu'ils font. Les deux F-18 arrivent alors sur place, mais ne voient absolument rien d'étrange. Sauf quand Trevor regarde en bas, et voit de l'écume au milieu de l'océan.
comme si quelque chose d'assez gros était sous la surface de l'eau et que les vagues frappaient dessus. Quand soudain, un tic-tac sauvage apparaît. Non, je me fous pas de vous, puisque Trevor décrira cet objet exactement comme un tic-tac d'environ 10 mètres de long, qui fait de drôles de manœuvres au-dessus de cette écume. Trevor décide alors d'aller à la rencontre de l'objet, alors que l'autre F-18, lui, garde la même altitude. Il entame une manœuvre circulaire et l'OVNI va alors faire de même, avec entre autres des manœuvres que Trevor estime impossibles à réaliser. De façon à ce qu'ils tournent en rond tous les deux, ce qui rend le verrouillage radar du F-18 sur l'OVNI impossible. Trevor va alors tenter autre chose. Il va mettre le nez de son appareil face à l'OVNI et lui plonger dessus. Mais malheureusement, l'OVNI ne va pas l'entendre de cette oreille. Il va monter d'un coup, avant d'accélérer à une vitesse surréaliste, et disparaître sous les yeux de Trevor. Quelques minutes plus tard, le Preston va leur confirmer aux deux chasseurs que l'objet se trouve désormais à 100 km de leur position, ce qui veut dire qu'il a volé à plus de Mach 3, soit environ 3700 km/h. Puis on va demander aux deux F-18 de retourner se poser sur le Nimitz. Une fois les deux chasseurs posés, on fait décoller d'autres F-18, mais cette fois équipés de caméras infrarouges. Les chasseurs vont leur diriger sur l'OVNI et filmeront cet étrange objet, que l'un des pilotes baptisera Tic Tac. Plusieurs experts à travers le monde qui verront cette vidéo diront que c'est très louche, mais qu'il peut s'agir d'une blague entre pilotes ou de drones extrêmement perfectionnés. Faut pas oublier que les pays les plus riches et les plus puissants sont sans arrêt à la recherche de nouvelles technologies ou prototypes secrets. Mais bon, là on parle quand même de la première puissance mondiale, qui se serait fait berner par des drones venus de je ne sais quelle nation, et en plus, au large des côtes américaines. Perso, j'en doute, mais faut pas oublier que toutes les instances gouvernementales ne travaillent pas forcément ensemble, et admettons que cet objet ait été une sorte de drone ou autre de toute dernière génération, eh bien la Navy ne serait pas forcément au courant de son existence, même s'il est américain. Bon après, ça vaut ce que ça vaut, mais même moi, en tant que sceptique, je reste quand même vachement pensif sur cette histoire. Car on pourra dire ce qu'on voudra, mais l'armée américaine a bel et bien reconnu officiellement que ses chasseurs avaient poursuivi un OVNI. Mais au risque de me répéter, rappelez-vous bien qu'OVNI, ça veut dire objet volant non identifié, et pas forcément extraterrestre. Quant à l'étrange écume que les pilotes ont vue, eh bien faut savoir qu'il y avait un sous-marin américain au même moment dans la zone. Mais bon, les sources restent très vagues à ce sujet, et difficile de savoir si ce sous-marin a un rapport ou non avec cette histoire. Lors de l'épisode 1, je vous avais dit que je vous expliquerais pourquoi personnellement, je pense totalement possible l'existence de vie extraterrestre. Donc pour être le plus clair possible, je vais faire ça en 3 points. Notre belle planète est dans un système solaire, qui lui se situe dans une galaxie, et qui elle se situe donc dans l'univers. Bon, j'ai peut-être sauté des étapes, mais en bref c'est ça. Dans une galaxie, il y a des milliards et des milliards de planètes et d'exoplanètes, accompagnées de leur soleil ou de leur étoile. Et des galaxies dans l'univers, il y en a des milliards et des milliards, ça fait donc sacrément beaucoup de planètes. Je vous laisse donc calculer le nombre de planètes qu'on a dans l'univers. Donc dans ce contexte, comment on pourrait imaginer une seconde qu'il n'y ait pas au moins une autre planète qui abrite la vie quelque part ailleurs dans l'univers ? Pour moi la réponse est oui à 100%, même si ce ne sont que des petits organismes microscopiques style bactéries, ou choses du genre. Ça reste quand même de la vie extraterrestre. Donc de la vie oui, mais de la vie intelligente là ça se complique un peu. Du point de vue de la science, que la vie se soit développée à ce point sur la Terre relève du miracle, car il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc même si la science émet quelques doutes à la possibilité qu'une vie aussi intelligente que sur la Terre se soit développée ailleurs dans l'univers, elle ne le nie pas pour autant. Si nous avons réussi à nous développer à ce point, eh bien pourquoi il n'y aurait pas au moins un autre système solaire, plus ou moins semblable au nôtre, quelque part ailleurs dans l'univers ? Ça n'a rien de surnaturel ou de complètement fou. Même si je préfère me baser sur la logique avant tout, eh bien l'existence d'une vie même plus évoluée que la nôtre est totalement possible et logique. Et donc personnellement, ma réponse est oui, j'y crois totalement. Alors sur ce point, je vais être plutôt direct. Personnellement, non, je ne le pense pas. Même si là, contrairement aux 2 précédents points, j'irai pas jusqu'à y mettre ma main à couper. Mais je doute sérieusement que des êtres venus d'ailleurs se promènent dans les recoins de notre belle planète. Je m'explique. La sonde Punir 10, qui a été envoyée en direction de Neptune en 1972, a franchi Neptune, qui est la dernière planète de notre système solaire, en 1983. Et désormais, elle poursuit sa route dans le vide spatial à une vitesse de 120 km/s, en direction de l'étoile Aldébaran, qu'elle croisera dans environ 2 millions d'années. Elle ne croisera aucune autre étoile avant Aldébaran.
Essayez de penser 2 secondes à cette immensité de vide qu'est l'univers. Le cerveau humain est incapable d'imaginer le gigantisme de ce truc. Il n'y a même pas de mots pour le décrire. Ce que je veux dire, c'est qu'on est sur une petite planète au milieu de nulle part, et que les distances entre chaque planète et la nôtre, en dehors de notre système solaire, se calculent en années-lumière. Imaginez la technologie qu'il faudrait pour pouvoir se déplacer dans l'espace à bord de vaisseaux spatiaux. C'est un truc de malade. Même pour une espèce intelligente qui existerait depuis bien plus longtemps que l'espèce humaine. Bon, après, il y a l'histoire des trous de verre, qui permettrait peut-être de faire des bonds dans l'espace, mais notre science n'est pas encore assez évoluée, enfin avancée, pour savoir si cette théorie est réelle ou non. Et désolé, mais je suis pas assez calé là-dedans pour vous faire un mini exposé sur les trous de verre. Faudra chercher ça ailleurs sur internet, ou sur YouTube. Bref, perso, je suis régulièrement des chaînes comme Stardust, AstronoGeek ou même YPenser, qui parlent entre autres d'astronomie, qui sont contrairement à moi bien plus calés sur le sujet, et qui savent de quoi ils parlent. Alors que moi, encore une fois, je vous dis juste, avec mes petites connaissances, ce que j'en pense. Et à force de regarder des vidéos de ce genre, eh bien je peux pas m'empêcher de penser qu'en réalité, on est des microbes paumés sur un petit caillou, au milieu de nulle part. Et je sais pas vous, mais moi perso, plus je pense à ce genre de truc, et plus ça me fait flipper. Bref. Même si on connaît beaucoup de choses sur l'espace, il y a encore pas mal de choses qui nous dépassent à ce sujet. Et je pourrais vous citer en exemple cet article, sur lequel je suis tombé par hasard un jour. Je vous le mettrai en description. Pour finir, même si je doute vraiment qu'ils soient parmi nous, comme beaucoup d'entre vous, j'aimerais vraiment les voir débarquer, à bord de leurs vaisseaux spatiaux, se poser à Washington ou à New York, parce que forcément un truc comme ça peut arriver qu'aux États-Unis, bien entendu. C'est sûr que ça risque pas d'arriver à Clermont-Ferrand. Hein. Mais bon, après il y a fantasme et réalité. Bon, j'espère que cette petite série de 3 épisodes vous aura plu. Maintenant je vais retourner sur des vidéos plus conventionnelles, sur des massacres ou des animaux qui mangent des gens. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, enfin noir maintenant, et à partager, ça m'aidera encore une fois beaucoup à développer la chaîne. Allez, prenez soin de vous, et à la prochaine.